crise, instabilité, c'est l'époque dans laquelle on vit. Jour après jour, la une des journaux devient toujours plus révoltante. I can't breathe, a dit George Floyd avant de se faire tuer par un policier. Prochaine nouvelle, cadavres d'enfants déterrés dans les décombres des criminels pensionnats autochtones. À la une, Jeff Bezos qui s'envole dans l'espace pendant qu'on construit un entrepôt d'Amazon en plein cœur d'un bidonville mexicain. Les étudiants canadiens endettés payent le plein prix pour un enseignement bâclé sur Zoom. Une infirmière à bout se suicide au Québec. Un itinérant meurt de froid au pied d'une tour à condo de luxe à moitié inoccupée. Chaque jour nous amène une nouvelle illustration de l'absurdité du système capitaliste. Et les unes s'enchaînent. Vagues de chaleur, feux de forêt, pollution. Toujours pas d'eau potable dans 33 communautés autochtones au Canada. Des billions, dis-je, donnés aux grandes entreprises par les gouvernements durant la pandémie, mais des miettes pour le réseau de la santé. 120 millions de personnes devraient basculer dans l'extrême pauvreté avec la pandémie, selon la Banque mondiale. Les ultra-riches ont vu leur fortune augmenter de 5 000 milliards de dollars pendant la pandémie et des profits records pour les Big Pharma. La police qui brutalise des campements de sans-abri. Une nouvelle loi anti-avortement au Texas. La montée de l'extrême droite se poursuit. 2 000 milliards de dollars dépensés par l'impérialisme américain dans la guerre en Afghanistan. Retour au pouvoir des talibans. 4,6 millions de morts de la COVID-19 dans le monde. Ce qu'on voit au quotidien, c'est les symptômes d'une société en crise sur tous les plans, économiques, social, politiques. Chaque jour, on a des nouvelles raisons de se révolter. Chaque jour, on a des raisons de dire, comme Lénine le disait avant nous, le capitalisme est une horreur sans fin. Et pourtant, il y a encore des gens pour dire que le marxisme serait mort, que Marx, en fait, se serait trompé, que les idées de révolution, de socialisme, de lutte de classe seraient révolues. On entend dire que le marxisme serait une vieille idée, une vieille idée qu'il faudrait renouveler. L'argument contre le marxisme qu'on entend possiblement le plus souvent sur les bancs d'université par un professeur plus malin qu'un autre, c'est que Marx se serait trompé parce que la classe ouvrière est aujourd'hui atomisée, voire a complètement disparu, et donc qu'on ne pourrait pas parler de lutte de classe. L'ironie, en fait, c'est que notre cher professeur, après avoir présenté une vision généralement vulgaire ou déformée du marxisme, nous présente cet argument que la classe ouvrière n'existe plus dans le confort d'une salle de classe construite par des travailleurs de la construction, éclairée par des électriciens, entretenus par des concierges, et le tout devant un groupe d'étudiants fatigués parce qu'ils travaillent trop à temps partiel pour un salaire de merde, pour payer leur loyer, trop cher à un propriétaire parasitaire, et ces chers étudiants qui vont éventuellement graduer et, s'ils sont chanceux, se trouver une job aliénante pour payer leurs dettes étudiantes pour les 10 prochaines années auprès d'une banque gloutonne et sans pitié. En fait, la réalité, c'est qu'en 2021, alors qu'on est entré dans la pire crise de l'histoire du capitalisme, que le 1% s'enrichit comme jamais et que la majorité la plus pauvre continue de s'appauvrir, que la crise climatique s'aggrave toujours plus, que la haine, la violence, la brutalité semblent omniprésents et que la maudite pandémie finit plus de finir, je pense que les idées marxistes n'ont jamais été autant d'actualité. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens, je pense qu'Olivier le mentionnait, qui se tournent vers les idées marxistes, vers les idées socialistes, en fait, pour trouver des réponses et surtout trouver des solutions à la crise du capitalisme. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait se tourner vers le marxisme aujourd'hui? Mais en fait, je pense qu'on peut mesurer la vérité d'une théorie à son application pratique, c'est-à-dire à sa capacité à expliquer les phénomènes et faire des prédictions sur ce qui s'en vient. Et à cet égard-là, je pense que c'est fascinant de voir comment Karl Marx et Friedrich Engels, deux penseurs allemands de l'époque victorienne, ont pu aussi bien faire des prédictions sur le développement de la société capitaliste. Le manifeste du Parti communiste, écrit par Marx et Engels en 1847, anticipe les plus grands phénomènes, en fait, qui décrivent la réalité d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas lu, en fait, le manifeste, je vous recommande fortement de le lire, en fait, de le lire vraiment avec attention parce que, en fait, je pense que le livre est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque où il est apparu. À l'époque, l'immense majorité de l'humanité se composait encore de paysans.
pas de travailleurs salariés. Il y avait seulement qu'en Angleterre, en fait, où la classe ouvrière constituait la majorité. Et pourtant, Marx et Engels voyaient le processus général qui se profilait, le processus de polarisation des classes sociales. Puis également, ils ont expliqué comment la libre entreprise et la concurrence conduiraient inévitablement à la concentration du capital et la monopolisation de l'économie. Et lorsque Marx et Engels ont rédigé le manifeste, il n'y avait aucune preuve empirique, si on veut, qui permettait de détailler ces affirmations-là. Au contraire, le capitalisme était entièrement fondé sur les petites entreprises, le libre marché, la concurrence. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'économie de l'ensemble du monde capitaliste est dominée par une poignée de monopoles transnationaux. Et donc, les prédictions du manifeste se sont réalisées d'une manière assez claire. Et même pour l'environnement, Marx et Engels étaient assez précurseurs, en fait. Ils voyaient que le capitalisme allait déstabiliser l'équilibre de la nature. Et donc, si je vous dis que Marx avait raison, peut-être que vous ne me croyez pas, en fait, parce qu'après tout, je suis une convaincue. Mais on peut écouter ce qu'un grand économiste bourgeois comme George Manius, en fait, qui était conseiller à la banque UBS en 2011, qui disait, en fait, qu'il a écrit un article qui s'intitule Donnons à Karl Marx une chance de sauver l'économie mondiale. Il disait, l'économie mondiale d'aujourd'hui ressemble étrangement à ce que Karl Marx avait prédit. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande crise économique de 2008, ça a été vraiment un choc pour les économistes bourgeois et les intellectuels du capitalisme. En 2009, en fait, dans la foulée de la crise, il y a l'économiste Paul Krugman qui a été interviewé par The Economist, puis qui va dire « Le développement de la théorie macroéconomique au cours des 30 dernières années a été, au mieux, spectaculairement inutile ou pire, directement nuisible. » Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que après la crise de 2008, les économistes vont de plus en plus se tourner vers Marx et constater qu'il avait raison. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que même certaines fois, certains, en fait, donnent raison à Marx sans s'en rendre compte. Comme on l'a vu il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, en fait, le président du Conseil du patronat du Québec, Carl Blackburn, qui a affirmé « Oui, tout le monde veut bien vivre ». Mais malheureusement, l'économie ne fonctionne pas tout à fait de cette façon. Autrement dit, le capitalisme, ce n'est pas un système qui permet d'assurer que les besoins de tous soient bien comblés. En fait, c'est un très bon argument contre le capitalisme qu'il nous a donné. Et avec la pandémie, en fait, on a vu plus clairement que jamais que le capitalisme, c'est les profits avant les besoins. Les gouvernements ont fait une priorité, le sauvetage des profits des patrons, en injectant des sommes vraiment gargantuesques, en fait, dans les poches des entreprises. Et aujourd'hui, la dette des gouvernements est complètement monstrueuse. Et tôt ou tard, la question va devoir être posée, qui va payer pour cette dette? Qui va payer pour la crise? Est-ce que ce sont les travailleurs ou c'est les patrons? Et la Banque d'Angleterre annonçait l'année dernière, en fait, qu'on était entré vraiment dans la pire crise que le capitalisme a connue dans les 300 dernières années. Et avec la pandémie, en fait, avant la pandémie, on pouvait prévoir, en fait, qu'une prochaine crise s'en venait, encore pire que celle de 2008, de laquelle on ne s'était pas du tout remise. On pouvait voir que ça se profilait, mais la pandémie a vraiment agi comme un catalyseur, comme un accélérateur pour ce processus-là. Et donc, au même moment où le capitalisme entre vraiment dans une impasse, les idées marxistes, comme on le disait, gagnent en popularité, mais aussi se font de plus en plus attaquer. Toutes sortes d'idées préconçues circulent. Hein. Le marxisme réduirait soi-disant tout à une simple question économique. Le marxisme, c'est un dogme, une religion qu'on entend parfois. Le marxisme, c'est une idéologie non scientifique. Ce n'est qu'un simple point de vue non neutre, qu'une vision eurocentriste du monde, qu'une perspective de l'homme blanc occidental ou même une vision dominatrice du monde. Le marxisme ne s'intéresserait qu'à l'exploitation des travailleurs et oublierait la lutte contre l'oppression. Ou pire encore, que les marxistes
ne veulent pas lutter contre l'oppression, où on entend des fois que les marxistes veulent implanter une société autoritaire. Le fameux exemple aussi qu'on entend souvent, le marxisme, c'est beau en théorie, mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas. La preuve, Staline et les goulags. Bon, évidemment, vous comprendrez que je ne suis pas d'accord avec ces affirmations-là. En fait, si je pensais que ces idées-là étaient vraies, je serais la première à quitter ce soir, évidemment. Petite parenthèse, en fait, avant d'aller plus loin, le marxisme n'a absolument rien à voir avec le stalinisme, rien à voir avec les méthodes autoritaires du stalinisme. Et les marxistes authentiques sont les premiers à dénoncer les crimes du stalinisme et à chercher à expliquer les causes profondes matérielles qui ont pu mener au stalinisme, en fait. Évidemment, ça, c'est pour un autre sujet. On n'aura pas le temps dans ma présentation. Ceci étant dit, c'est pas une coïncidence, en fait, qu'on passe autant de temps à s'attaquer au marxisme, en fait. Parce que le marxisme, qu'est-ce que c'est? C'est une idée très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'à la base, avant d'être une théorie économique ou politique, le marxisme, c'est d'abord une philosophie révolutionnaire. Marx et Engels étaient d'abord et avant tout des philosophes qui ont développé une philosophie révolutionnaire, le matérialisme dialectique, qui est au fondement de toute la pensée du marxisme. Qu'est-ce que le matérialisme dialectique, vous me direz? En fait, pour comprendre ça, il faut voir que dans l'histoire de la philosophie, on peut opposer généralement deux grands courants, le matérialisme et l'idéalisme. Depuis la Grèce antique, le courant matérialiste affirme la primauté de la matière sur l'esprit. Autrement dit, la primauté de la nature sur les idées. À l'inverse, les idéalistes affirment la primauté de l'esprit, des idées sur la matière. Platon, que vous connaissez peut-être, était un éminent représentant de l'idéalisme. Selon lui, le monde réel, matériel, n'était qu'une mauvaise copie du monde des idées qui existerait objectivement. On verra aussi des figures comme Emmanuel Kant affirmer que tout ce qu'on peut connaître, en fait, c'est au fond simplement une projection de nos catégories mentales. Il y a une version postmoderne, en fait, cette idée-là qui suggère aujourd'hui qu'il n'y a rien de vrai, rien d'objectif, qu'il n'y a que de différentes perspectives, différents points de vue dont on resterait prisonnier, ultimement. Mais pour les matérialistes, en fait, au contraire, les objets et leurs particularités existent indépendamment de toute perception et avec une bonne méthode rigoureuse, on peut parvenir à les connaître. Marx s'est appuyé vraiment sur tout l'héritage philosophique du matérialisme, depuis Démocrite jusqu'à l'allemand Feuerbach, en passant par les matérialistes français du 18e siècle. Mais Marx et Engels ont vraiment révolutionné le marxisme en rompant de manière assez radicale avec la conception figée, formaliste, mécanique de leurs prédécesseurs, en développant un matérialisme dialectique qui tient compte du caractère dynamique, historique de toute réalité naturelle ou sociale. Paradoxalement, c'est dans la pensée d'un philosophe idéaliste, Hegel, que Marx va vraiment puiser les principaux éléments conceptuels pour développer sa méthode dialectique. Et comme Marx va le dire lui-même, en fait, il va remettre la dialectique de Hegel sur ses pieds, c'est-à-dire lui donner un ancrage vraiment matérialiste. Donc, qu'est-ce que la dialectique? Hegel dira que la dialectique, et je cite, n'est pas autre chose que la science des lois générales du mouvement et du développement de la nature, de la société humaine et de la pensée. Ou autrement dit, on pourrait dire que la dialectique, c'est d'abord l'étude du mouvement, de la matière en mouvement, en fait. Parce que sous l'apparence de stabilité qui nous entoure, il y a toujours du mouvement. Les particules qui composent les atomes sont constamment en mouvement. La Terre tourne en permanence. Mes ongles poussent sans arrêt. Le mouvement, c'est une constante, une constitution fondamentale de la matière. Et le mouvement n'est pas extérieur au processus de la nature. Mais au contraire, en fait, c'est dans l'opposition, dans la contradiction, dans la tension entre les choses que les phénomènes peuvent évoluer. Et ce qu'on voit, c'est que la matière, dans son mouvement, n'évolue pas de manière linéaire, graduelle. Au contraire, des périodes de calme vont faire place à des périodes de saut révolutionnaire. Par exemple, la pression s'accumule dans un volcan. Il y a une contradiction entre la lave qui veut sortir et le sommet du volcan, en fait. Et la situation peut être stable pendant longtemps, mais à un certain point, il y a une accumulation trop importante de pression et une explosion survient.
Autrement dit, une accumulation de petits changements quantitatifs va éventuellement faire place à un énorme saut qualitatif. Et dans son développement rempli de contradictions, la matière franchit des sauts importants. Par exemple, d'une accumulation de conditions particulières de la matière inorganique a pu émerger la matière organique, ce qui va être un saut important qui va amener de nouvelles lois de la matière, de nouveaux processus biologiques qui ne pourront pas simplement être réduits à de pures lois physiques, par exemple. Donc, le monde vivant acquiert sa propre dynamique, puis éventuellement, la matière évolue dans sa complexité et un nouveau saut apparaît avec la conscience humaine. Et éventuellement, ben, on arrive jusqu'à la société humaine. Et donc, le matérialisme dialectique, c'est quoi? C'est la méthode scientifique du marxisme qui saisit les phénomènes dans leur globalité, c'est-à-dire dans l'interaction entre les éléments, dans leur tension, dans leur réciprocité, dans leur contradiction, bref, dans tous leurs mouvements, dans toute leur complexité, dans toute leur matérialité. Et sur la base de cette nouvelle méthode rigoureusement scientifique, mais le marxisme va franchir un autre pas. En fait, Marx et Engels vont appliquer la méthode du matérialisme dialectique à l'histoire humaine et vont replacer l'étude de la société sur des bases scientifiques et développer ce qu'on appelle le matérialisme historique. Donc, qu'est-ce que le matérialisme historique? Ouf, ça serait un gros sujet. Je pourrais faire un cours de 15 séances sur le sujet ou quelqu'un d'autre. Puis on n'aurait possiblement vraiment pas fini de couvrir le sujet. Mais bref, on va essayer de synthétiser tout ça pour ce soir. Vous avez possiblement déjà entendu l'idée marxiste que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes, soit la lutte entre la classe des possédants et là où les classes laborieuses. Pour comprendre en fait pourquoi l'idée de la lutte des classes est au fondement de toute société, je vous invite à faire un petit saut dans le temps. D'abord, avant que les humains puissent parvenir à réfléchir, à faire de l'art, à faire de la science, à développer la culture, ils ont d'abord dû subvenir à leurs besoins élémentaires. C'est la base du matérialisme. Hein? Vous essayerez de faire un examen sans avoir mangé. Ça se pourrait que vos résultats ne soient pas très bons. Et donc, si on remonte il y a des centaines de milliers d'années, quand les êtres humains vivaient dans une société de chasseurs-cueilleurs, hein, il fallait constamment lutter contre les forces de la nature pour survivre. Et c'était absolument difficile. Et c'est dans ces conditions, en fait, que les êtres humains vivaient en petits groupes, en fait, et la seule façon de survivre, en fait, c'était par la coopération. Et donc, tout le monde travaillait ensemble, il n'y avait pas de propriété privée, tout était collectivisé, il n'y avait pas de classe sociale. C'était l'époque de ce que Marx et Engels vont appeler le communisme primitif. Mais éventuellement, par l'activité vitale du travail, les sociétés vont trouver des façons d'améliorer les techniques de production. Puis éventuellement, on va assister à une énorme révolution dans l'histoire humaine avec la révolution agraire au néolithique. On va développer les techniques d'agriculture et d'élevage et ça va vraiment constituer un énorme progrès dans l'histoire, en fait. Parce qu'enfin, on parvenait à maîtriser nos conditions d'existence à un niveau radicalement supérieur à ce que permettait la chasse et la cueillette. Et ça va permettre pour la première fois dans l'histoire d'avoir des surplus dans la production. Et ce progrès gigantesque qui est apparu il y a plus de 10 000 ans, en fait, va toutefois amener la possibilité pour certains individus de s'approprier ces surplus enfin disponibles dans la production. Et comme on est maintenant capable de produire plus que sa propre subsistance immédiate, ça va faire en sorte que ces individus qui vont s'accaparer les surplus vont maintenant pouvoir faire travailler d'autres personnes pour assurer leurs besoins. Et donc, c'est sur la base, en fait, de ce développement important dans la production qu'on va voir apparaître pour la première fois dans l'histoire, en fait, la division de la société entre ceux qui possèdent et ceux qui travaillent pour le bénéfice des possédants. Puis cette division-là, ça va aussi correspondre à la première grande division du travail entre le travail intellectuel et le travail manuel. Et c'est, par exemple, sur la base de l'esclavagisme qu'on a pu voir émerger la philosophie grecque dans l'Antiquité, alors qu'il y avait une minorité oisive qui n'avait rien d'autre à faire que cogiter et développer des abstractions parce qu'ils étaient libérés du travail manuel. Quand on parle de lutte de classe,
c'est important de comprendre, en fait, que c'est très, très concret, en fait. C'est directement lié à la production, aux conditions matérielles, ou ce que Marx va nommer l'infrastructure sociale. La société, comme la nature, est en mouvement, elle évolue. Et ce que Marx et Engels vont comprendre, c'est que sur la base du développement des techniques de production, ou plus précisément ce qu'on va nommer les forces productives, la société va pouvoir évoluer. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'une société particulière va progresser lorsqu'elle fait avancer les forces productives. Et lorsqu'une société ne permet plus de faire avancer les forces productives, elle ne permet donc plus de répondre en fait aux besoins de base des humains, bien, cette société va entrer en crise. Et ce qui va amener éventuellement au renversement de la classe dirigeante ou à l'effondrement mutuel des classes sociales. L'esclavagisme romain a pu fonctionner pendant une longue période, mais éventuellement, la classe dirigeante ne parvenait plus à trouver suffisamment d'esclaves pour faire fonctionner la production. Puis on va voir vraiment un lent processus de déclin de la société romaine au niveau matériel, ce qui va amener un déclin culturel, idéologique, avec énormément de pessimisme, de mysticisme, une grande décrépitude morale. Et d'ailleurs, il y a énormément de parallèles qu'on peut faire entre le déclin de la société esclavagiste romaine et le déclin du capitalisme. Parce qu'en fait, une société matériellement en crise amène une grande détresse sociale. Et donc, éventuellement, l'esclavagisme va céder le pas devant le féodalisme, qui est un mode de production beaucoup plus efficace dans le contexte de l'époque. Mais éventuellement, on va voir, au fil de centaines d'années, on va voir éventuellement des disettes, des famines arriver et la noblesse devenait éventuellement un vrai parasite qui ne faisait qu'extirper le plus possible d'une paysannerie qui mourait de faim. Et donc, dans les conditions de misère, de colère, on va voir un processus révolutionnaire en Angleterre, en France et dans d'autres pays où les masses révolutionnaires vont faire tomber le pouvoir de la monarchie et de la noblesse, et ce qui va ouvrir éventuellement le terrain pour le développement du libre marché capitaliste et de la domination de la classe capitaliste montante. Et éventuellement, le capitalisme va permettre de développer les forces productives comme on ne l'aura jamais vu auparavant dans l'histoire. Et donc, c'est un peu un résumé assez succinct. Quand on parle du matérialisme historique, il y a une citation de Marx assez célèbre, en fait, qui dit que ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, mais c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Et cette puissante citation-là, je pense que ça nous rappelle, en fait, que les idées qui semblent être si ancrées dans la tête des individus peuvent évoluer, en fait, quand les conditions matérielles évoluent. Et que malgré la pression de la culture, de la propagande de la classe dirigeante, voire aujourd'hui de la propagande médiatique, quand une population vit dans des conditions d'injustice et d'inégalité, la colère s'accumule et tôt ou tard, en fait, elle va sentir le besoin de se soulever. Mais évidemment, cette idée que l'existence détermine la conscience, ça ne veut absolument pas dire que la conscience, que les conditions de vie, en fait, de chaque individu détermine sa conscience individuelle de manière complètement mécanique, fataliste, en fait. Et Marx se moquait beaucoup des tentatives, en fait, de dépeindre sa théorie de façon aussi déterministe, en fait, parce que le marxisme, ça n'a rien à voir avec un déterminisme économique complètement vulgaire. Marx et Engels affirmaient plutôt que les conditions économiques, c'est ce qui forme la base, en fait, avec laquelle la politique et la culture, l'idéologie interagissent, en fait, et ils peuvent acquérir une relative autonomie par rapport à tout ça. Et donc, maintenant, je ne sais pas si vous voyez un peu où on s'en va. Après avoir commencé sur le terrain de la philosophie et de la méthode du matérialisme dialectique, le marxisme nous a amenés sur le terrain de l'histoire et du matérialisme historique. Et maintenant, comme on peut l'imaginer, le marxisme nous amène jusqu'à la société actuelle, jusqu'à l'étude du capitalisme. Et donc, le marxisme, c'est aussi l'économie marxiste, soit l'étude de l'économie capitaliste que Marx a expliqué dans les moindres détails au travers plus de 3000 pages dans le Capital. Donc, le capitalisme, c'est quoi? C'est une société de classe dont la classe dominante possède les moyens de production, les usines, les machines, les matières premières, etc., et fait actionner ces moyens de production par la classe ouvrière pour le profit
de cette classe capitaliste. Donc oui, les capitalistes réalisent leurs profits en vendant sur le marché, mais la source de leur profit ne vient pas de la vente, en fait. Elle vient directement dans la production. Parce que le profit provient du fait que les travailleurs qui sont embauchés par les capitalistes vont produire plus en valeur de marchandises que ce qu'ils vont recevoir en salaire. Donc, il y a toujours une portion de la valeur que produisent les travailleurs qui leur est constamment volée, qui se ramasse dans les poches des patrons. C'est ce que Marx va nommer la survaleur. Et c'est là, précisément, où réside l'exploitation économique des travailleurs. Les profits des uns proviennent directement du travail volé aux autres. Et c'est quelque chose qu'on peut très bien voir aujourd'hui. En fait, on peut le calculer, on peut sortir les chiffres. Par exemple, j'ai trouvé des chiffres plus ou moins récents. En 2017, au Canada, la productivité moyenne des travailleurs était de 57 $ de l'heure. Mais évidemment, les travailleurs ne sont pas payés en moyenne 57 $ de l'heure au pays. En fait, ce qu'on a pu voir d'ailleurs, c'est que depuis les années 70, en particulier, depuis la fin du fameux boom des 30 Glorieuses, le capitalisme est réentré dans sa crise profonde, en fait, et on a vu que la productivité a énormément augmenté, mais en même temps que les salaires n'ont pas du tout suivi. L'exploitation des travailleurs a énormément augmenté. Aux États-Unis, par exemple, entre 1979 et 2008, la productivité a augmenté de 70 % en moyenne, mais les salaires ont seulement augmenté de 12 %. Et maintenant, si on regarde un peu ce qui se passe à l'échelle de l'ensemble de la société, on se ramasse avec un gros problème pour les capitalistes parce que pour faire des profits, ils doivent produire des marchandises et les vendre qu'ils vont ensuite vendre sur le marché pour réaliser leurs profits. Mais qui achète les marchandises? Comme les travailleurs constituent l'immense majorité des consommateurs et que leur salaire est toujours plus bas que la valeur qu'ils incorporent, qu'ils créent, qu'ils incorporent dans les marchandises, la production mise sur le marché est toujours plus grande que l'ensemble, que ce que la classe ouvrière peut racheter dans son ensemble. Et donc, il y a ce qu'on appelle une surproduction de marchandises. Et c'est vraiment cette contradiction, en fait, c'est dans cette contradiction-là que se trouve la source des crises économiques. Pensez-y. Par le passé, les crises économiques étaient causées par la pénurie, mais sous le capitalisme, c'est précisément l'inverse. C'est parce qu'on a trop de production, on a trop de potentiel de répondre aux besoins de la population que des gens se ramassent à la rue. C'est parce qu'on a trop de denrées invendues sur les tablettes que des gens vont éventuellement perdre leur emploi et avoir de la misère à acheter leur épicerie pendant que les entreprises vont jeter les biens non vendus. C'est complètement surréaliste, complètement absurde. Aujourd'hui, la crise de surproduction a atteint des niveaux records, en fait, si bien que les grandes entreprises ne veulent pas investir dans le développement des forces productives parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de demande, en fait, pour les produits offerts. Ça nous amène à une situation complètement absurde où plus de 1500, aujourd'hui, c'est plus de 1500 milliards de dollars qui dorment actuellement dans les coffres des grandes entreprises canadiennes. Je n'invente pas ça, c'est disponible sur Statistique Canada. Et donc, 1500 $ d'argent mort dans les coffres des entreprises qui ne servent à rien, en fait, qui ne sont pas investis pour des jobs, pour des services, pour régler tous les besoins criants de la société. Pourquoi les capitalistes investiraient s'ils savent très bien, en fait, qu'ils ne peuvent absolument pas faire de profit? Ce qu'on a pu voir historiquement, c'est que l'arrivée du capitalisme, ça a vraiment permis un bond important dans la productivité, un grand développement technique. Le capitalisme a pu développer une division mondiale du travail incroyable. Des millions de travailleurs aujourd'hui participent collectivement à la production sociale. Donc, le capitalisme a permis de rendre la production complètement sociale. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le capitalisme est devenu un frein au développement des forces productives et donc un frein au développement de l'humanité. La production est sociale, comme je le disais, mais la propriété, elle demeure privée. Et c'est ça le cœur du problème. C'est ça la contradiction, en fait, au sein du système capitaliste. Et donc, de la méthode dialectique à l'analyse historique,
puis à l'économie marxiste. Bien, le marxisme nous amène maintenant, en fait, si vous l'aurez compris, sur le terrain de l'action révolutionnaire. Parce que ce que Marx et Engels ont eu le génie de dévoiler, c'est qu'au sein même de la société capitaliste se trouve le potentiel d'une nouvelle société. Qui contrôle l'économie? Qui possède les entreprises? Qui prend les décisions? Qui décide des conditions de travail des travailleurs? C'est une poignée d'individus en cravate. Mais qui fait rouler l'économie? Qui a construit nos ordinateurs qui nous permettent aujourd'hui de discuter? Qui a fait fonctionner les services essentiels pendant la pandémie? Qui a construit l'autobus que vous avez pris ce matin? Qui a mis le caramel dans la caramel? Ce sont des travailleurs. La classe ouvrière fait fonctionner collectivement l'économie, fonctionner la société, mais c'est toujours une poignée de capitalistes qui décident de nos vies sur le dos de notre exploitation. Puis ce que les marxistes ont dit, ben, c'est qu'on n'a simplement plus besoin de ces parasites. Les idées marxistes mettent donc à l'ordre du jour, en fait, la révolution contre la classe capitaliste, contre la classe bourgeoise. Et donc, le marxisme met à l'avant-plan l'idée d'une révolution socialiste par laquelle la classe ouvrière prend des mains de la classe parasitaire le capital, les moyens de production sociaux, bref, prend le contrôle de l'économie et fasse enfin fonctionner l'économie, la société par tous et pour tous, donc pour les besoins humains, en harmonie avec la nature, évidemment. Et toutes ces ressources, en fait, qui sont en ce moment privatisées, pourraient être investies dans les besoins humains réels. Des logements accessibles pour tous, une éducation gratuite, des services publics massifs. Marx expliquait que les banques et les grands leviers de l'économie devraient être nationalisés et placés sous le contrôle démocratique des travailleurs afin de remplir les besoins de tous. Et dans les conditions d'abondance qu'a permis le développement du capitalisme, on a aujourd'hui la possibilité de renverser complètement la société de classe et créer une société radicalement démocratique où le développement technique nous permet de diminuer en fait le temps de travail pour nous permettre de faire de l'art, de la science, de la philosophie et surtout participer activement à la vie politique. Hein. Pensez à tout le potentiel scientifique, culturel, philosophique qui n'est pas développé en ce moment parce que ça ne fait pas de profit. Combien de Mozart qui n'ont pas accès à un piano? Combien de gens n'ont pas la possibilité de développer leur plein potentiel? Donc, le marxisme, ce n'est pas un déterminisme économique vulgaire comme on pourrait le penser, mais c'est vraiment une vision, en fait, pour une nouvelle humanité, pour une humanité libérée, en fait, du carcan de l'exploitation, du carcan du travail aliéné. Et contrairement aux socialistes avant eux, Marx et Engels ont vraiment ancré le projet révolutionnaire du socialisme dans le réel, dans le concret. Le socialisme scientifique, hein, c'est un peu un synonyme parfois du marxisme, le socialisme scientifique qu'ils ont développé, ben, ce n'était pas simplement une bonne idée, ce n'est pas simplement une utopie imaginée, une société inventée. Non, en fait, au contraire, la lutte pour le socialisme découle directement d'une analyse objective de l'évolution de la société qui nous permet de comprendre que la société capitaliste n'a pas toujours existé, premièrement, et que les conditions pour son abolition, pour son dépassement vers une société hautement supérieure sont déjà là ici, aujourd'hui. Et en ce moment, le capitalisme est dans une phase agonisante et tout ce qu'on voit sur la surface, c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est l'austérité, c'est l'endettement, c'est les inégalités. Et avec ça, on voit tous les maux sociaux, évidemment, d'une société en déclin, crise de la santé mentale, problèmes de dépendance, dépression, augmentation de la haine et des violences envers les femmes et les minorités, le racisme, l'oppression, etc. Et ça se reflète aussi beaucoup dans un climat général assez pessimiste. Hein? Puis même dans la gauche, il y a énormément de pessimisme. Et pourtant, les marxistes, nous, on reste résolument optimistes parce que ce que je viens de mentionner, c'est un peu un côté de la médaille, hein, parce qu'on ne vit pas seulement dans un contexte de crise. De manière contradictoire, de manière dialectique, on est aussi entré dans une période révolutionnaire, une période de révolution.
Marx et Engels disaient que le capitalisme créait ses propres fossoyeurs parce qu'il participait à augmenter numériquement la taille de la classe ouvrière et aussi augmenter sa capacité d'organisation. Et ils voyaient qu'à partir d'une société pourrie par l'injustice, la pauvreté, se trouvait aussi le potentiel révolutionnaire de passer à une nouvelle société. Et regardez ce qui est en train de se passer, c'est exactement ça. Je vais vous donner un exemple. En 2019 seulement, on a vu des développements révolutionnaires en Équateur, au Chili, en Iran, en Irak, au Liban, et j'en passe. Ensuite, on a vu que même en Iran, au Chili, au Liban, on a vu des nouvelles vagues révolutionnaires dans les mois qui ont suivi. Cette année seulement, on a assisté à une grève générale historique en Colombie, à l'explosion du mouvement anti-Bolsonaro au Brésil. On a vu l'élection d'un militant socialiste à la présidence au Pérou, un mouvement insurrectionnel des agriculteurs en Inde, en fait, où est-ce qu'on a assisté possiblement aux plus grandes manifestations, plus grandes mobilisations dans l'histoire de l'humanité avec des millions de personnes dans les rues. On a vu le gigantesque mouvement contre les généraux et le régime au Myanmar. Et là, je donne juste quelques exemples. Puis évidemment, il n'y a pas très longtemps, on a vu l'énorme mouvement Black Lives Matter avec des marées de gens qui ont dit non, ça suffit le racisme, non, ça suffit la brutalité policière. Et c'est vraiment pas fini, en fait. Le processus continue. Et ici aussi, en fait, les choses brassent. On était des milliers dans les rues partout à travers le Canada le 1er juillet pour dénoncer l'oppression envers les Autochtones. Puis le mouvement est vraiment loin de se terminer à cet égard-là. Et évidemment, il y a la lutte environnementale, en fait, qui atteint maintenant des proportions gigantesques avec des grèves pour le climat puis des manifestations de masse. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeunesse qui s'éveille à la politique. On voit une nouvelle génération de militants qui est en train de se former. Puis je pense qu'avec ça, c'est que vous voyez mon sourire, je pense qu'avec ça, on a toutes les raisons d'être vraiment optimistes, en fait. Parce que, et comme je le mentionnais au début de ma présentation, ce n'est pas une coïncidence si les idées marxistes sont attaquées, en fait, en ce moment. On entre dans une période de bouleversement révolutionnaire, puis les idées marxistes représentent vraiment le meilleur outil pour nous aider à lutter contre le capitalisme. Parce que, ultimement, c'est quoi le marxisme? C'est des idées pour changer le monde. Et d'ailleurs, si la discussion de ce soir vous enthousiasme, ben, je vous invite fortement à étudier les idées marxistes et aussi, et ça, je pense que c'est peut-être le point sur lequel que j'aimerais que vous reteniez ce soir, en fait. Je vous invite à vous impliquer, en fait, avec nous pour défendre une perspective dans le mouvement ouvrier et auprès de la jeunesse. Pourquoi? Ben parce que le marxisme, c'est absolument pas fait pour rester sur les bancs d'école, rester dans les livres. Le marxisme, c'est tout sauf ça, en fait. Et Marx et Engels ont passé leur vie à construire les forces révolutionnaires pour que les idées deviennent une force vivante. Et depuis leur temps, ben, c'est ce que les marxistes ont fait après eux. Et c'est ce qu'on continue de faire, nous, à la riposte socialiste. On construit une organisation révolutionnaire parce qu'ensemble, en fait, on peut créer une force qui puisse vraiment diffuser les idées qui vont amener la classe ouvrière, la jeunesse et tous les opprimés à changer le monde. Et donc, je vais m'arrêter sur ça. Je ne peux pas m'empêcher de laisser les mots de la fin à Marx, hein, qui nous dit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. » Merci. Écoutez, merci pour la discussion. Je pense qu'on a eu beaucoup de bonnes questions, bonnes interventions. Malheureusement, le temps se fait tard, donc je ne pense pas que j'aurai le temps de répondre à toutes les questions. Si jamais votre question n'a pas été répondue, ne soyez sans crainte, on peut discuter après. Il n'y a aucun problème, en fait, discuter en petits groupes. Je commencerai avec la question qui a été posée par Antoine. Je ne sais pas si Antoine est encore là, il n'a pas sa caméra, donc est-ce qu'on a des exemples, en fait, du fait que la situation va moins bien qu'avant? Mais je ne voulais pas des anecdotes. Bon, des exemples sans anecdotes, je vais essayer de faire ça. En fait, je pense que Benoît a très bien résumé, je pense, possiblement la première chose qui nous vient en tête en ce moment. Est-ce que la situation va moins bien qu'avant? Quand on regarde la crise climatique, je pense que c'est assez clair. Il y a urgence d'agir. Il n'y a pas une seconde à perdre. Puis
Puis je pense que Benoît a bien résumé, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Quelqu'un qui a mentionné la question du logement, je pense que si on regarde la crise du logement en ce moment, si on regarde la situation, si on regarde en fait la spéculation à ce niveau-là, si on regarde tout ça, je veux dire, il y a plein d'exemples qui montrent aussi à quel point de moins en moins l'accès à la propriété, l'accès au logement, l'accès à la propriété, l'accès aux maisons est disponible même dans les pays capitalistes avancés comme au Canada. D'ailleurs, la question du logement, ça commence à devenir vraiment un enjeu crucial. C'est aussi stupide, en fait, qu'on est dans une société où il y a des gens qui dépensent jusqu'à 80%, 90% même de leurs revenus dans le logement. Ça fait aucun sens. Quand on y pense, là, se loger, ça devrait être un besoin, un droit fondamental, en fait, puis on ne devrait pas avoir à courir partout puis à stresser pour ça. C'est complètement absurde, en fait. Et ça, c'est directement relié, en fait, à la crise dans laquelle on est. Sinon, concrètement, en fait, la question des le 1500 milliards de dollars qui dort dans les coffres des entreprises, c'est pas juste un fait par-ci par-là. En fait, le point important, c'est que le système capitaliste, c'est un système qui fonctionne sur investissement sur investissement. On a du capital, on investit pour fabriquer des marchandises, donc on engage des travailleurs, ça, et ensuite on vend ça sur le marché. Et ensuite, avec les profits, on réinvestit constamment dans l'achat de nouveaux moyens de production pour produire d'autres marchandises, pour vendre encore plus, etc., etc. C'est une boucle, en fait, infinie. Et la réalité, c'est que quand le système est en crise, quand les capitalistes arrêtent d'investir, quand ils ne peuvent plus faire de profit, quand la machine arrête de fonctionner, quand il y a une surproduction trop importante, et là, en fait, en 2021, c'est catastrophique, en fait. Ça a atteint des niveaux sans précédent. Et le fait qu'il y a de l'argent mort dans des sommes astronomiques dans les coffres des entreprises, c'est une preuve, en fait, que le système n'avance pas, en fait. Le capitalisme est littéralement dans une impasse. Et même du point de vue des bourgeois, c'est un problème. En 2012, le chef de la Banque du Canada, Mark Carney, qui ensuite est allé à la Banque d'Angleterre, et lui aussi qui disait que Marx avait raison, parmi les économistes là, qui se sont réveillés après 2008. Ben, en 2012, il a chicané les entreprises canadiennes, les grosses compagnies canadiennes, en les traitant de paresseux, en fait, parce qu'ils ne voulaient pas réinvestir dans la production. Parce que d'un point de vue capitaliste, ça ne fait pas de sens, en fait. Mais la réalité, c'est qu'on arrive dans une impasse parce qu'il y a une contradiction fondamentale dans le système. Et aujourd'hui, après un long développement historique, ben, l'écart entre ce que les travailleurs, la classe ouvrière dans son ensemble peut racheter et ce qui est produit par cette même classe ouvrière est tellement rendu grand, cet écart est tellement colossal, en fait, qu'on ne pourra jamais combler ce gap-là et les entreprises vont continuer, en fait, de cogner à la porte des gouvernements pour avoir des cadeaux financiers. Hein? D'ailleurs, il y a le phénomène des zombie companies, des compagnies zombies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En 2018, au Canada, on estimait que c'était, si je me souviens bien, 25% des compagnies canadiennes, c'était des compagnies zombies. C'est-à-dire que c'est des compagnies qui ne vivaient que parce qu'ils avaient de l'aide financière, que ce soit sous forme de prêts ou d'aide directe du gouvernement. Et ce qui fait que si demain matin, on enlève cette aide-là, les compagnies sont déficitaires, en fait. Et donc, c'est des compagnies qui vivent sur le respirateur artificiel. Et ce qu'on a vu avec la pandémie en particulier, c'est que en gros, les gouvernements ont littéralement pris de l'argent public, qui ont pompé de l'argent dans le système pour littéralement maintenir sur le respirateur artificiel le capitalisme. Par le passé, il y avait toujours des oppositions entre les monétaristes, les keynésiens, ceux qui disaient qu'il faut avoir un laisser-faire économique, ceux qui disaient que ça prenait un peu de régulation du gouvernement, un peu d'investissement. Aujourd'hui, cette division-là chez les économistes bourgeois est complètement disparue. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous réalisé que si les gouvernements, si l'argent public, qui est l'argent provenant essentiellement des taxes des travailleurs eux-mêmes, si cet argent-là ne va pas sauver les compagnies, sauver le capitalisme, sauver les marchés, ben, tout s'effondre en fait. C'est le chaos. Donc, on a un système qui est complètement paralysé quand il y a une pandémie qui survient. Pensez-y, là. C'est complètement ridicule que
on a une pandémie mondiale, on a la technologie, on a la capacité, en fait, de gérer ça. Au niveau scientifique, on sait comment gérer un virus, on sait comment prendre des mesures de précaution, en fait, pour gérer une situation comme ça. Mais la réalité, c'est que comme ça entre complètement en contradiction avec la logique du marché, ben, les capitalistes se sont ramassés complètement dans le chaos et là, les gouvernements ont investi des sommes colossales. Et ces sommes colossales-là, en fait, c'est aussi une anomalie du système. C'est-à-dire que des dettes astronomiques comme on a en ce moment, il va falloir que ça soit repayé. Hein? C'est pas vrai que l'argent pousse dans les arbres. Il n'y en aura pas de solution simple. Et tôt ou tard, la valve d'argent public va se fermer et éventuellement, ça va être quoi? Ça va être des entreprises qui sauront plus comment fonctionner, en fait, parce qu'ils ne pourront plus vendre, ils ne pourront plus subvenir, ils ne pourront plus écouler leurs marchandises. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive des pertes d'emplois, chômage massif. On se ramasse dans une situation qui arrive à l'impasse. Avant la pandémie, c'était en 2020, en fait, juste avant, les chiffres, c'était 322% du PIB mondial. Ça, c'était la dette cumulée des ménages, entreprises et gouvernements à travers le monde. 322% du PIB. Donc, vous imaginez les dettes accumulées par rapport à la capacité, à la croissance et à la production, c'est vraiment catastrophique. Le système est arrivé, l'élastique est arrivé jusqu'au bout et c'est sur le bord de péter, en fait. Et c'était déjà le cas en 2008 avec la grande crise. Puis pourquoi on a eu une crise en 2008? C'est une crise de la dette. Ça s'est manifesté comme une crise de la dette. Pourquoi? Parce que depuis les années 70, en fait, les gouvernements essaient de retarder l'inévitable. On a essayé de retarder la crise de surproduction avec des mesures en injectant massivement du crédit et aussi en implantant les mesures d'austérité. Hein. On a eu les années 80, la Reagan, Thatcher, on a eu les Mulroney au Canada, on a eu les années 90 au Québec avec Lucien Bouchard, on a eu plein de gouvernements d'austérité, même des gouvernements de gauche qui n'ont pas eu le choix d'implanter l'austérité parce que quand on vit sous le capitalisme, on doit suivre la logique du capitalisme, puis quand le capitalisme est en crise, il faut implanter l'austérité parce que c'est la seule façon pour faire continuer à faire des profits puis à faire rouler la machine. Et donc, éventuellement, on s'est ramassé, en fait, avec pour continuer à pomper la machine, on a donné du crédit massivement à des travailleurs. En fait, on a donné du crédit à plein de gens pour continuer à consommer. Éventuellement, le crédit doit être payé, la dette doit être payée. C'est ça qui est arrivé en 2008, c'est que tout a planté, en fait. Plein de gens en même temps qui n'étaient pas solvables. On se ramasse avec une grosse crise. Puis depuis ce temps-là, la crise s'est continuée. On a eu des petits soubresauts de boom, entre guillemets, mais tout ça, généralement, ça s'est fini dans les spéculations financières. Hein. La bourse a monté. Pendant ce temps-là, les salaires stagnent et les conditions de vie de la classe ouvrière se détériorent. Et là, avec la pandémie, je pense que c'est assez évident que les choses sont pires qu'avant. Les choses vont être pires qu'avant, en fait. Et un signe de ça qu'on a pu voir à l'échelle mondiale, c'est vraiment la polarisation de la société. C'est pas pour rien qu'on a la montée du populisme de droite, des Donald Trump, Bolsonaro, Boris Johnson. On a le gouvernement de Legault, on a Doug Ford, on a plein de figures de droite, en fait. C'est parce qu'on arrive dans une période où les gouvernements, la seule façon pour les gouvernements capitalistes de continuer à gouverner, à se maintenir au pouvoir, c'est de diviser les travailleurs sur des lignes identitaires, c'est de semer le discours de haine, de division. Et ça, on peut garantir, en fait, que ça va continuer dans la prochaine période. Je pense qu'il y a vraiment urgence d'agir parce que pour les minorités qui se font opprimer, pour les femmes qui se font violenter, pour les Autochtones qui sont plus capables, il n'y a pas de temps à perdre, en fait. Et ça l'amène un peu à, je pense, et aussi peut-être un point à mentionner, en fait, toutes ces attaques-là sur la classe ouvrière, ça va continuer. L'austérité va être à l'ordre du jour. Puis qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est les conditions dans l'enseignement qui sont catastrophiques. C'est des jeunes qui ont un TDAH, qui ne sont pas diagnostiqués, qui vont devenir des adultes déprimés. En fait, c'est ça, en fait, la réalité. C'est plein de gens dont le potentiel n'est pas mis à contribution. C'est des gens qui vont être négligés. C'est des gens qu'on oublie. C'est une jeunesse, en fait, qu'on est déjà en train d'oublier et qui va vivre les conséquences de la crise climatique. Donc, en quoi le profit, ça c'est la question de Justine, en fait, en quoi le profit empêche de développer notre plein potentiel? Je pense qu'il y en a plein de raisons. En fait, ce qu'on voit, c'est que la société arrive dans une impasse parce qu'elle est basée sur le profit privé, sur la propriété privée, et ça devient un frein
au développement de l'humanité. Donc, peut-être pour terminer, en fait, je ne vais pas prendre trop de votre temps, en fait, il y avait la question de Kian, en fait, sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, en fait, des petits pas, des petits gestes, tout ça. Bien évidemment, nous, les marxistes, hein, on parle de révolution, on a parlé beaucoup de révolution ce soir. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'appuie pas les réformes, qu'on ne veut pas changer les conditions maintenant, ici, maintenant, puis qu'on attend tout au grand soir. Là. Vraiment pas. Là. Ça, c'est un autre, souvent une conception qui est un peu mal comprise. Les marxistes, on lutte pour toutes les réformes ici, maintenant. Et donc, on n'est pas en opposition à ça. Mais puis il y a des fois, en fait, des gens qui nous demandent, je me fais demander des fois dans les événements ou quoi que ce soit, pourquoi à la riposte socialiste, on passe autant de temps à lire des livres, à faire des cercles de lecture, à organiser des conférences. Puis des fois, je comprends que il y a des gens qui disent, ouais, mais tu sais, c'est pas essentiel, en fait, parce qu'il y a une urgence d'agir. puis je vais être la première à être d'accord sur le fait qu'il y a une urgence d'agir. Puis c'est tout à fait normal, je pense, de sentir une espèce d'impatience de faire quelque chose maintenant. Mais il y a une phrase, en fait, moi, qui m'inspire beaucoup. En fait, c'est une phrase de Lénine qui disait sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Et bien souvent, c'est intéressant parce que des fois, on oppose théorie et pratique, théorie et action. Et c'est intéressant parce que si on pense à Lénine, en fait, qui était grand dirigeant bolchevique, qui a mené, en fait, qui a participé, en fait, à ce que les masses russes prennent le pouvoir en octobre 1917 en Russie, donc grande révolution russe. Mais Lénine lui-même a passé des années, voire des décennies, avant la révolution, à se préparer, à lire, à éduquer des camarades, à s'éduquer aux idées fondamentales du marxisme. Puis il a d'ailleurs écrit un ouvrage fondamental de philosophie, matérialisme et empiriocriticisme, qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis essentiellement, c'est un gros débat, en fait, avec l'idéalisme philosophique qui est en train de pénétrer les rangs des forces révolutionnaires à l'époque. Puis pourquoi est-ce que Lénine passait autant de temps à débattre des idées plutôt que d'aller agir dans l'action, si on veut? C'est parce qu'il voyait, en fait, que d'une mauvaise méthode, d'une mauvaise compréhension du monde, en fait, allait découler une mauvaise compréhension de la politique, de la société, puis découler de là une mauvaise action politique. Parce que l'étude de la théorie pour les marxistes, c'est primordial. Et de la théorie, on passe à, OK, l'étude de qu'est-ce qui est le bon programme à défendre. On passe à l'étude de qu'est-ce qui est les bonnes méthodes de lutte dans le mouvement, quelles sont les bonnes méthodes d'organisation pour mieux lutter. Et donc, tout ça est relié, en fait. Et donc, le marxisme, on pourrait dire que c'est vraiment l'arsenal théorique qu'on a besoin pour militer. La question de est-ce qu'on devrait changer d'étiquette, c'est un peu relié à c'est quoi les idées qu'on défend, c'est quoi les perspectives qu'on a pour la société. Puis je pense que Benoît a bien mentionné un peu comment on rentre dans une société qui est de plus en plus polarisée, qui est une conséquence, en fait, de la crise dans laquelle on est. Et on pourrait se dire que ça ne pogne pas les idées socialistes, ça ne pognera pas les idées marxistes, il y a eu trop de propagande envers ça. Mais la réalité, c'est que ça découle souvent peut-être un peu d'une compréhension. Si on regarde à la surface des choses, on peut se dire que, mais les travailleurs vont pas comprendre ou les travailleurs il y a trop, TVA Nouvelles, puis le Journal de Montréal répète juste de la grosse propagande, puis les travailleurs ne seront jamais convaincus par des idées révolutionnaires, etc., etc. Mais en fait, si on regarde, puis si on observe un peu la société avec une vision dialectique, justement, on peut voir que sous la surface des choses, il y a de la colère qui gronde, en fait. Il y a des choses qui se préparent. Et quand les conditions de vie sont attaquées, éventuellement, des petits changements comme ça peut amener, en fait, des sauts révolutionnaires. Puis c'est ça qu'on voit en ce moment. On voit une polarisation de la société. Il y a la montée de la droite, de l'extrême droite, mais de l'autre côté, on voit surtout, en fait, un attrait de plus en plus grand pour les idées socialistes, pour des politiciens comme Bernie Sanders qui dit qu'il veut mener une lutte contre les billionaires. Je me souviens quand le phénomène de Sanders est arrivé, il y avait des gens qui disaient « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? » Puis
personne n'aurait pu envisager ce phénomène-là ou que le fait que aujourd'hui, c'est rendu 55% des Américains qui sont en faveur du socialisme. Il y a 5 ans, personne n'aurait pu penser que ça se pouvait, ça. Mais la réalité, c'est que les choses changent, en fait, puis c'est pour ça que je pense qu'il faut adopter une vision matérialiste, une vision dialectique du monde pour comprendre que sous la surface, les phénomènes se préparent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je pense qu'on peut brandir fièrement, en fait, le drapeau du socialisme. On peut brandir fièrement nos livres marxistes parce que dans une époque de chaos, les idées qui vont être attrayantes, en fait, c'est les idées qui proposent un vrai projet de société, une vraie solution. C'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment faut se préparer, il faut s'organiser. Donc, si vous avez apprécié ce que vous avez vu, si vous êtes interpellé par les idées marxistes, si vous avez envie de lutter pour changer le monde, je vous invite vraiment, vraiment à rejoindre la riposte. En fait, on a grossi, hein? Ça fait partie de l'ère du temps. Les forces socialistes grossissent, mais on a un monde à construire, puis on n'a vraiment pas de temps à perdre. Donc, je vous invite vraiment là, à prendre votre abonnement, entrer dans un cercle de lecture, venez discuter avec nous, puis rejoignez la lutte pour le socialisme. Donc, voilà.